Bonjour à tous. Merci de venir assister à cette keynote, conférence, table ronde, hein, on appelle ça comme on veut, avec ce titre un peu accrocheur. L'IA est-elle si révolutionnaire que ça? J'imagine que vous avez tous entendu parler de l'IA et ça a explosé depuis un an. Un ChatGPT est arrivé dans nos vies. On a l'impression que ça vient d'arriver, l'IA. Vous allez nous dire, évidemment, nous expliquer que, évidemment que non. Ce qui a vraiment changé, on va dire, depuis un peu plus d'un an, c'est que ça a été mis, en fait, entre les mains de tout le monde. Et quand l'IA est entre les mains de tout le monde, eh ben, il y a ceux qui s'extasient et puis il y a ceux qui s'inquiètent. On va voir ensemble qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter, peut-être quelques raisons de s'extasier. Et pour ça, on va le faire tous ensemble. Je vais démarrer avec nos participants. Lucas Naxat, tu es CEO de Néovision, société de conseil et d'ingénierie en intelligence artificielle. Correct? Ok, super. Stéphanie Gauthier, professeur associé en système d'information, Grenoble École de Management. Samuel Durand, conférencier, auteur de documentaires sur le futur du travail. Et Bruno Sola, CDO Actual Group et entrepreneur écosystème tech français. C'est bien vous? Ok, super. La première question, elle est très simple. Quand on a eu l'idée de faire cette conférence, moi, je me suis dit, je vais quand même aller vérifier ce que ça veut dire révolution. Du coup, j'ai ouvert mon Larousse et dans le Larousse, au mot révolution, il y a écrit « La révolution est un changement brusque d'ordre économique, moral, culturel qui se produit dans une société. » Du coup, ma question pour l'un de vous, je ne sais pas qui va oser débuter, est-ce que l'IA est un changement brusque d'ordre économique, moral, culturel qui se produit dans notre société? Qui a envie de se lancer? Sinon, je désigne, hein, je suis désolé. Hein. Bruno, tu es à côté de moi, donc ça pourrait être toi. Vas-y, prends ton micro. Alors, voilà. Bonjour à tous. Moi, je ne sais pas si je vais répondre exactement à ta question. Ça commence, ok. Mais non, je vais répondre ce que je pense, ce que je sais, et puis surtout, vous allez m'aider, parce que vous n'allez pas me laisser dans la merde. Non, plus sérieusement, donc déjà, très heureux d'être avec vous. Merci de venir nous écouter humblement. Moi, comme je t'ai dit, je vais te partager ce que je sais. Donc, tu m'as posé... Moi, je prends souvent l'exemple de l'électricité et de la bougie. Donc c'est pour ça que je pense que je suis venu ici en me disant que oui, de mon point de vue, on est sur une révolution majeure, une évolution majeure, ça c'est sûr. Et je prends souvent cet exemple-là de l'électricité est disponible, pourquoi s'en priver? Et de comparer par exemple à l'époque justement de l'arrivée de l'électricité de deux pays, deux nations, une qui aurait l'électricité et qui la déploierait et une qui ne l'aurait pas. Et si tu regardes aujourd'hui sur ce qui s'est passé ces dernières années sur cette évolution-là, à l'arrivée, les changements sont très conséquents. C'est des changements majeurs. Un pays qui a l'électricité a développé tout un tas d'industries, tout un tas de fonctionnements, tout un tas de business, on va dire, par rapport à ceux qui ne l'avaient pas. Donc de mon point de vue aujourd'hui, on est sur une première évolution, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui l'électricité disponible dans nos foyers, et notre foyer, il est là. Ça fait déjà longtemps. Et c'est vrai qu'on peut penser, moi en tout cas c'est ce que je pense, je pense que tu nous poseras la question tout à l'heure, que ça ne sera plus jamais comme avant pour ceux et celles qui utiliseront l'électricité. Et à plein de titres, dans le travail, dans notre quotidien. Et c'est déjà le cas parce qu'on est déjà utilisateurs, conscients ou inconscients, d'intelligence artificielle, puisque si on prend par exemple les 5,5 milliards à peu près d'êtres humains qui utilisent un téléphone portable et ceux qui sont connectés sur les réseaux sociaux 5 heures par jour, le machine learning par exemple, qui vous pousse des contenus qui s'adaptent à vous, on est sur des principes d'IA qui, évidemment, sont déjà dans les us et coutumes de chacun. Voilà. Lucas, toi, ça fait 10 ans que tu travailles sur l'intelligence artificielle, avec l'intelligence artificielle. Donc, si je te dis que c'est une révolution, tu vas me dire que je suis un gros ringard, en fait. C'est à peu près ça. Enfin, t'es poli, mais c'est ce que tu vas penser. La première fois qu'on a parlé d'intelligence artificielle, c'était en 1956. Donc, je suis un à la conférence de Dartmouth. Ouais, c'est ça, exactement. Où on a décidé d'en faire une discipline. Les scientifiques se sont réunis et se sont dit, bon, il y a vraiment quelque chose de différent ici. C'est des compétences, des connaissances différentes. Donc ça fait vraiment longtemps qu'on parle d'intelligence artificielle, effectivement. Mais ça fait que récemment, effectivement, comme tu l'as dit, le grand public se l'approprie, commence à pouvoir l'utiliser facilement grâce à ChatGPT notamment. Mais effectivement, l'intelligence artificielle, on l'utilise depuis très longtemps dans l'industrie, dans beaucoup de domaines différents, pour optimiser des process, pour automatiser des choses, pour créer de la nouvelle valeur, créer des nouveaux services, des nouveaux produits.
Et moi, je pense, pour répondre à ta question, que c'est vraiment une révolution industrielle aujourd'hui, comme l'a été par le passé l'informatique. Et que si vous pensez maintenant un peu à différents métiers, il n'y a pas un métier aujourd'hui pratiquement qui n'utilise pas l'informatique. Et je pense que demain, il n'y aura pas un seul métier qui n'utilisera pas l'intelligence artificielle. C'est un nouvel outil, c'est des nouvelles compétences, c'est des nouvelles, ça va transformer en fait les métiers, tous les métiers selon moi. Stéphanie, on va peut-être, enfin, tu peux lui donner un petit micro. Stéphanie, toi, dans l'enseignement finalement, genre on se dit bon, est-ce que c'est révolutionnaire, toi qui bosses sur le sujet au quotidien avec des étudiants? Alors à Grenoble École de Management, le premier cours en intelligence artificielle, c'était 1986, je crois. Vous pouvez arrêter de me ringardiser, Voilà. s'il vous plaît. C'est très gênant, très gênant. Mais ceci étant dit, aujourd'hui, puisqu'effectivement on a un autre accès à l'intelligence artificielle qu'à l'époque, ça nous demande aussi de développer des nouvelles compétences avec nos étudiants, que ce soit en termes de culture d'intelligence artificielle, c'est un sujet pour nous aujourd'hui. La compétence de finalement comment est-ce que je comprends un résultat qui vient de l'intelligence artificielle, et puis c'est aussi une autre manière de voir comment est-ce qu'on peut automatiser les processus dans l'industrie, pour nous en recherche, mais effectivement après pour nos étudiants quand ils vont intégrer le monde du travail. Samuel, toi, tu es le plus artiste d'entre nous, puisque tu fais des documentaires sur le futur du travail. Le prochain sort dans 2 mois sur l'intelligence artificielle. Pourquoi tu as voulu aller là-dessus? Parce que c'était à la mode, mais je ne crois pas, parce que tu l'as senti un petit peu avant tout le monde. Donc pourquoi tu as été sur ce sujet-là, en fait? Tu as senti le côté révolution, toi aussi? Côté révolution, absolument. En fait, c'est des conversations qui sont venues quand on a sorti le documentaire précédent sur le rapport au temps de travail. On se posait la question, est-ce qu'on travaille trop? Et forcément, dans les conversations qui ont suivi ce documentaire-là, on a parlé du temps de travail, des gains de productivité qu'on pouvait faire. Et quand on parle de gains de productivité, on parle de technologie. Et naturellement, on s'interroge. Alors, on commençait à avoir des conversations sur l'IA, hein, c'était il y a même pas 1 an. Et on s'interroge de se dire, en fait, s'il y a réellement des gains substantiels qui existent avec l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'on va les allouer, qu'est-ce qu'on va en faire et comment est-ce qu'on va repenser notre rapport au temps de travail aussi. Donc ce sujet, il est venu comme ça. Et je vous rejoins complètement sur le côté révolution aussi. Et je rebondis sur l'électricité dont tu parlais tout à l'heure. C'est un bon exemple, en fait, je trouve, de parler d'électricité. Et ça permet aussi de comprendre pourquoi ça va aller beaucoup plus vite que la révolution de l'électricité aujourd'hui et l'IA. C'est que l'électricité, quand elle est apparue, au début, on l'a mise dans les usines pour remplacer des sources d'énergie au centre. Et ça n'a pas changé fondamentalement grand-chose à la façon dont on produisait. Ce qui a vraiment changé, c'est quand on a repensé les usines en se disant on va changer l'infrastructure et on va mettre de l'électricité un petit peu de partout et pas forcément une grosse source au milieu. Ce qui va changer, c'est qu'on va plutôt avoir le flux de matériaux qui va avancer. Et là, avec l'IA, ce qui change, c'est qu'on a déjà toute l'infrastructure techno dont tu parlais, avec Internet, les usages, en fait, ça existe déjà. Et donc l'électricité qui a peut-être mis 40 ou 50 ans pour vraiment avoir des effets énormes sur l'économie, sur la productivité, en fait, l'IA, elle en mettra beaucoup moins. Elle a déjà des effets aujourd'hui, elle va en avoir encore plus. On va en reparler sur la façon dont elle impacte un peu plus le travail. On n'arrête pas de dire l'IA, l'IA, l'IA. Quand on a préparé un petit peu cette table ronde, je vous ai annoncé un chiffre que j'avais trouvé dans les Échos, qui était 72% des entreprises utilisent l'IA dans leur process de recrutement. Et là, Lucas, tu m'as dit, tu dis n'importe quoi, les journalistes vous dites n'importe quoi, c'est pas possible. Pourquoi? Raconte-moi pourquoi c'est pas possible, ou alors qu'on a mal compris ce que c'était que l'IA. Ouais, j'étais un peu agressif dans mon mail, même si ça se voyait pas dans mes mots, mais c'est sûr que beaucoup de gens parlent d'intelligence artificielle sans vraiment savoir ce que c'est. On a commencé cette conférence, on n'a même pas vraiment défini ce que c'était l'intelligence artificielle. Je pense que ça peut être bien de le faire, mais tu peux essayer, hein, mais je crois que c'est complexe. C'est compliqué. Même l'Europe, ils sont en train de définir une loi pour cadrer un peu l'intelligence artificielle. Ils ont mis plusieurs mois déjà pour se mettre d'accord sur la définition même de tout en haut de la loi, qui fait plusieurs centaines de pages. Qu'est-ce que c'est l'IA? Pour moi, l'IA, c'est un système informatique qui résout des problèmes complexes et qui est le plus haut niveau d'automatisation qu'on est capable de faire à un instant T. Donc la définition, elle est mouvante en fait dans le temps. Et ce qu'on appelait de l'IA il y a longtemps, c'est plus ce qu'on appelle maintenant de l'IA. Et effectivement, du coup, on peut se poser la question de pourquoi est-ce que les 72% des RH utilisent de l'intelligence artificielle. Selon moi, ce n'est pas le cas. Moi, je développe des solutions d'intelligence artificielle custom pour les différents métiers. Mais si on appelle utiliser par exemple LinkedIn et mettre son CV mettre son offre sur cette plateforme-là et avoir un algorithme qui propose la bonne offre au bon candidat, alors oui, peut-être que les RH utilisent aujourd'hui majoritairement de l'intelligence artificielle. Mais il y a beaucoup de cas d'usage que je vois ou que j'imagine dans les RH qui sont permises grâce à l'IA, qui sont absolument pas développées aujourd'hui. Le monde des RH est assez peu digitalisé et il commence seulement à se développer les SIRH et ce genre d'outils, et on est encore loin de capitaliser vraiment sur
la data des entreprises au niveau RH pour pouvoir l'exploiter grâce à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on est tous d'accord avec la définition de Lucas sur l'IA ou vous en avez une autre, vous? Une plus simple? Non, ça va, on est OK avec ça. La principale crainte qu'on a tous, je ne sais pas, mais que beaucoup, en tout cas, ont, il y a un sondage IFOP qui est sorti il y a quelques jours. 4 salariés sur 10 jugent qu'une IA pourra, à terme, effectuer l'essentiel de leur travail. On a peur, en fait. Est-ce que l'IA va nous remplacer? Est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que c'est une réalité? Ou est-ce que tout simplement, c'est une transformation de nos métiers? Toi, je sais que Bruno, avec Actual, c'est ton cœur de métier quand même, de parler de l'accès à l'emploi. Comment tu juges ce chiffre-là? Est-ce que l'IA va nous remplacer? Alors nous, c'est pas ce qu'on souhaite. Nous, c'est pas ce qu'on souhaite parce que moi, je représente en effet, j'ai pour mission d'utiliser la tech, le numérique, pour accélérer le projet du groupe Actuel. Et le job d'Actuel, c'est de trouver un emploi aux hommes et aux femmes qui en cherchent un, ou trouver la bonne compétence à ceux qui la cherchent. Et ça, on fait ça avec 4100 collaborateurs. Donc si là, je t'annonce qu'on va remplacer les collaborateurs, ça va faire un bad buzz parce qu'en plus, on ne le pense pas. Par contre, on est convaincu que la mission de nos collaborateurs, c'est d'être au contact de nos clients, au contact des humains et de leur accorder du temps à haute valeur ajoutée. On parle souvent des soft skills, mais entre guillemets, de donner le temps nécessaire pour connaître, comprendre, etc. Et cette tâche-là, elle est fondamentale pour nous. Et donc, si l'électricité est disponible, il ne faut pas qu'on se prive de l'utiliser pour notamment sur des tâches cognitives, répétitives, à faible valeur ajoutée, qui sont chronophages, usantes parfois dans le quotidien de nos collaborateurs, d'imaginer, d'utiliser la machine pour le faire. Et donc c'est ce qu'on a commencé à faire aujourd'hui, puisque tu me poses la question, on a 600 agences emploi en France, on reçoit des candidats qui viennent chercher un job, et on a nos collaborateurs qui sont là, eux, et qui font des tâches parfois répétitives et cognitives. Je vais en donner une en exemple, la rédaction d'une annonce quand quelqu'un cherche un job. Et donc si tu veux, quand tu vois 10 personnes dans la journée qui viennent chercher un job, tu rédiges 10 annonces. Et souvent, c'est les mêmes annonces. Et donc, on a, par exemple, déployé de l'automatisation de la rédaction d'annonces en demandant aux humains, non pas de diffuser l'annonce, mais d'automatiser cette annonce et de la valider. Donc ça, c'est l'exemple dans le quotidien. Et pour te donner un exemple, ça a fait gagner 66 000 heures sur le dernier trimestre de l'année 2023 à nos équipes. Et ces 66 000 heures, on les utilise sur des tâches à plus haute valeur ajoutée pour notamment rappeler les gens, mieux les connaître, mieux les comprendre, etc. Donc en tout cas, chez nous, c'est profondément humain. Utiliser la tech pour repenser des modèles cognitifs répétitifs à faible valeur ajoutée et puis utiliser l'électricité qui est disponible sur notamment les usages que tu as évoqués. Ça, sur le temps gagné, on en parlera tout à l'heure parce que c'est un des véritables enjeux que peut nous apporter l'IA. Samuel, moi, il y a une terminologie que tu utilises souvent, justement, avec ces nouveaux métiers. Tu parles de différents types de métiers en danger, de métiers protégés, de métiers augmentés. Il y en a un quatrième, je ne sais plus ce que c'est. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et surtout nous donner des exemples, peut-être pour inquiéter certains dans la salle ou en rassurer d'autres, notamment les infirmières, je crois qu'elles peuvent être rassurées. Oui. Mais voilà, est-ce qu'il y en a d'autres qui doivent s'inquiéter? Les comptables? Les comptables, ouais, les comptables. D'après les cabinets de conseil, d'après la plupart des cabinets de conseil, en tout cas, le comptable est un des métiers les plus menacés. En fait, on a tendance à dire que l'IA va impacter le travail de 4 façons. Il y aura d'un côté les métiers qui sont menacés. C'est les métiers sur lesquels les tâches sont plutôt routinières, c'est-à-dire qu'elles peuvent être décomposées dans un système et qu'elles sont répétitives, qui reposent sur beaucoup de données, sur des tâches standardisées. Les tâches qui vont être ensuite augmentées, c'est les métiers qui vont être augmentés. C'est des métiers sur lesquels beaucoup de tâches, on peut avoir plus de contexte, plus d'éléments pour faire mieux la tâche, pour aller un peu plus loin, pour faire d'autres choses, mais qui ne vont pas complètement remplacer. L'IA, elle permet de faire différemment et mieux son travail. Les tâches qui vont être les métiers protégés, c'est les métiers sur lesquels l'IA ne peut pas aller parce que c'est des métiers qui reposent sur beaucoup de soft skills, la dextérité, le jugement, l'empathie, la créativité et infirmière, typiquement, c'est le genre de choses sur lesquelles c'est assez peu menacé. Et puis les nouveaux métiers qui vont apparaître, qui vont être créés. Sauf que ça, je crois que c'est pas une bonne façon de penser l'impact de l'IA sur le travail parce que tous les comptables vont pas disparaître, tous les métiers qui sont augmentés ne vont pas être augmentés systématiquement et on va pas créer autant de métiers que certains métiers vont disparaître aussi. En fait, il vaut mieux raisonner en termes de tâches et c'est ce qu'ont fait les cabinets de conseil. En fait, c'est quand ils disent il y a tant de pourcents de métiers qui vont disparaître ou alors le métier de comptable, c'est le métier le plus menacé, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent qu'est-ce que fait un comptable dans une journée, dans une semaine. Ils listent les tâches et ils se disent ok, cette tâche-là, quel est le pourcentage de protection, d'automatisation, enfin de menace par rapport à l'intelligence artificielle.
Et donc ça, c'est un truc qu'on peut tous faire, en fait, de se dire dans ma journée, qu'est-ce que je fais comme tâche, et ensuite me dire, cette tâche-là, est-ce qu'elle repose sur du jugement, sur de l'empathie, sur de la créativité, sur de la dextérité? Est-ce qu'elle implique d'avoir beaucoup de données? Est-ce qu'il y a de vrais problèmes graves en cas d'échec de la tâche? Parce que pour le coup, c'est la raison pour laquelle on n'a pas des véhicules autonomes qui roulent partout, même si ça fonctionne bien, la technologie, depuis 10 ans. En fait, on n'y va pas parce que si jamais il y a des problèmes, même dans 0,5% des cas, bah, on n'a pas envie d'y aller. Et se poser ces questions-là, en fait, permet de se dire, OK, mon métier est plutôt menacé ou protégé. Et ensuite, on essaie de se dire, bah, dans ma journée, le but, c'est qu'à l'avenir, déjà aujourd'hui, mais à l'avenir, j'ai un maximum de tâches qui sont des tâches qui sont plutôt augmentées ou protégées et un minimum de tâches qui sont menacées. Ça ne veut pas dire que je m'en débarrasse complètement, ça veut juste dire que je vais les déléguer, que je vais apprendre à bosser avec l'IA. Typiquement, l'exemple que tu donnais sur les offres d'emploi. Je ne vais pas arrêter de faire les offres d'emploi, mais je vais trouver le bon outil qui permet de le faire. Je vais prompter, je vais faire preuve d'esprit critique en relisant l'offre d'emploi, et puis je vais juger s'il y a une hallucination ou pas. Justement, sur cette question de métier, de tâche, je sais que Stéphanie, on en parlait. Comment tu l'analyses, comment tu en parles à tes étudiants, comment toi tu l'utilises aussi aujourd'hui, parce que est-ce que ça ne doit pas repenser notre façon de former aussi, de se dire, bah, en fait, on dit souvent on ne fera plus un seul et même métier. Du coup, est-ce qu'on doit repenser nos tâches? Est-ce qu'on doit éduquer par la tâche et non plus par le métier, par la fonction? Je sais pas, je te pose la question. C'est une vaste question. On a du temps, tu peux y Ouais, aller. non, mais je pense que déjà, en fait, moi, je suis d'accord avec mes collègues, mais en même temps, quand on parle de dextérité, quand on parle en fait de tâches surtout cognitives, il faut voir qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle vient aussi pour nous aider à faire des tâches à caractère physique. Donc nous, parmi nos projets de recherche, on a des projets où on construit des exosquelettes qu'on donne aux gens qui font de la maintenance sur les voies ferroviaires. Et l'exosquelette, en fait, est dirigé, bien sûr, par un système d'IA qui est censé vous permettre de faire les mouvements. Bien sûr, c'est des mouvements qui peuvent être décomposés, qui peuvent être standardisés. C'est là que je reviens sur la notion de tâche. Mais que vous allez pouvoir faire de manière plus rapide, de manière plus fiable. On se pose aujourd'hui la question de savoir comment est-ce qu'on peut décomposer les mouvements des gens qui font des gestes très précis en termes de soudure, qui pourraient en fait être accompagnés par un bras pseudo, on va dire, robotisé. Et donc ça, je pense que si aujourd'hui, ce n'est pas les applications et les tâches auxquelles on pense en premier lieu, d'ici quelques années, on va aussi parler de ça. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse juste on va dire une différence entre les tâches à caractère cognitif et les tâches à caractère plus physique, puisque l'IA aujourd'hui, vu l'évolution du nombre de capteurs, elle vient un petit peu partout. Ce que ça nous change dans notre manière de penser notre travail, je pense que c'est aussi la signification que tu retires de ton travail et comment est-ce que toi tu t'appliques et comment est-ce que toi, comme être humain, finalement, tu arrives à t'épanouir dans ta tâche. Parce qu'en principe, il faudrait espérer que le travail, ce ne soit pas juste une activité à laquelle on est forcé, mais aussi quand même un élément d'épanouissement de l'humain. Et donc, si aujourd'hui, mon job, ça devient de faire plus ou moins les mouvements que l'IA me dicte, ou de vérifier ce que l'IA a fait, ou de compléter ce que l'IA a fait, je ne sais pas, c'est une vraie question pour moi, à quel point en fait, ça nous permet de nous épanouir, on va dire, à plus long terme aussi. On parle de l'IA et donc de potentiellement transformer nos métiers. Donc ça veut dire acquérir de nouvelles compétences. Sauf que les gens, ils n'ont pas envie apparemment. Je vous donne un autre petit chiffre, pareil de l'IFOP, 63% des salariés ne souhaitent pas être formés à l'intelligence artificielle. Alors, il y a un espèce de paradoxe fort. Et là, c'est plus à vous, entrepreneurs, Lucas et Bruno, que je pose la question. Comment on fait pour, on va dire, avoir ce phénomène d'acculturation, pour augmenter, j'aime beaucoup ta formulation, augmenter la maturité numérique des individus? Comment on fait pour faire ça? Sans brusquer, sans faire peur, en rassurant? Alors, tu veux démarrer ou je le vais? Allez, ok. Bon, en fait, il y a deux choses que je voudrais dire par rapport à ça. Ça, c'est vraiment un sujet que j'aime beaucoup et qu'on aime beaucoup parce qu'il est vraiment humain. Je vais plutôt vous dire ce qu'on a fait. En l'occurrence, dans une boîte comme Actual, c'est une ETI. Je ne sais pas s'il y a des golfeurs ici, mais il y a un truc qui s'appelle le swing du changement. Pour ceux qui connaissent un peu la RH, le swing du changement, voilà, c'est une courbe comme ça. On a un peu vécu ça. C'est-à-dire qu'au début, il y a plein de questions sur l'IA. On est en train d'en poser ici. Vous ne repartirez pas ici avec que des réponses. Moi, je n'ai pas la boule de cristal. Hein. Si tu me dis ce qu'on va faire, je ne sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand tu amènes ça dans une entreprise comme celle dans laquelle je suis, ben, ça pose beaucoup de questions. Donc on est plutôt dans un principe de changement. Et ce changement, je dis souvent que le savoir est un pouvoir. Quand tu sais, et notamment quand tu as utilisé, que tu as touché, tu n'as plus le même avis. Soit ça conforte ton avis, soit alors ça le challenge. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'avant de déployer de l'IA, et notamment l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, on a accompagné les équipes, on les a impliquées, et puis surtout après on les a formés, non pas formés à l'utilisation de l'IA, même si, je te le disais en catimini tout à l'heure, c'est un enjeu d'employabilité, c'est-à-dire ce qu'on appelle le hyper productivity,
Hyperproductivity, c'est un salarié, un collaborateur, une collaboratrice qui sait utiliser des principes d'IA dans son quotidien, dans ses usages quotidiens, typiquement de l'IA générative, aura plus de chances va être moins dans le je cherche et plus dans le je trouve. Donc il va gagner du temps, donc il sera plus productif, donc il sera peut-être plus employable. Donc nous, en tout cas, on s'est dit, on va accompagner, on va essayer de donner du sens. Et ce qui a été marrant, c'est que si je te montrais, je ne peux pas le faire ici, mais les premières vidéos qui ont été tournées sur le réseau avec les collaborateurs qui avaient beaucoup de peur, beaucoup de résistance au changement, et celles, une fois, où ils ont goûté à l'électricité. C'était à partir du moment où tous les matins, tu allumes la lumière et waouh, ça marche, tu te dis, bon, allez, quand même, c'est pas mal, quoi. Donc en fait, pour moi, il y a une conduite du changement à mener, du sens à donner, et je pense, et je crois beaucoup par rapport, pour terminer sur ce que tu as dit, à la maturité numérique, mais qui est un peu la nôtre, hein, ici. Quand on vit ce genre de révolution, il faut du temps, il faut de l'accompagnement, et le temps fait souvent bien les choses. Donc il ne faut pas sous-estimer ça, et en même temps, il faut laisser du temps. Toi, Lucas, ça fait 10 ans, je crois, depuis 2014, que tu es sur le sujet. Donc, comment tu fais pour accompagner et les entreprises? Parce que quand c'était moins à la mode, j'imagine que tu as dû essuyer quelques plâtres sur le sujet. Oui, bah comment dire, le fait que les entreprises et les personnes ont des niveaux de maturité vis-à-vis de l'IA complètement différents, c'est une réalité. En fait, selon les domaines, selon les secteurs d'activité, la digitalisation n'est pas allée aussi vite. Et le rapport en fait, numérique et à l'intelligence artificielle n'est pas du tout le même. Et donc il y a besoin en fait, d'acculturer, de faire des formations et d'expliquer concrètement qu'est-ce que c'est l'IA et qu'est-ce que ça va apporter en fait, au quotidien des collaborateurs, qu'est-ce que ça va changer concrètement. Leur expliquer que l'IA ne va pas remplacer leur job, mais que ça va être un nouvel outil, qu'il va falloir se former à cet outil-là et que ça va leur permettre d'automatiser des choses qui sont rébarbatives, des tâches qui sont peut-être pénibles, qu'ils n'aiment pas forcément faire et qui vont pouvoir se concentrer sur des choses plus intéressantes, à plus haute valeur ajoutée. On parlait du comptable tout à l'heure. Moi, je suis persuadé que le métier de comptable ne va pas disparaître. On aura toujours besoin de gens qui comprennent les chiffres, qui sont capables de les assembler, de nous les expliquer. Pour moi, c'est certain, en tout cas. Mais c'est sûr, c'est certain. Sûr. Par contre, un comptable qui maîtrise l'IA va forcément remplacer un comptable qui ne maîtrise pas l'IA. C'est sûr, parce qu'il aura plus de temps, il pourra passer plus de temps avec son client, il pourra faire plus de conseils. Il le même passera principe moins qu'avec Excel, en fait. Quand Excel Exactement. est arrivé, c'est ça, en fait. Exactement, c'est ça. Donc il aura plus de temps pour vraiment sa vraie valeur ajoutée, c'est-à-dire expliquer à son client, faire du conseil et lui expliquer quoi faire et comment faire les choses. Et toute la partie non perçue et sans valeur ajoutée pour le client, qui est la saisie, qui est de la recopie d'informations, qui est du croisement de données, de la vérification de données, tout ça, c'est des choses qui seront automatisées par l'intelligence artificielle. Et effectivement, ça peut faire peur à des collaborateurs qui ne font que ça. Et donc, il faut les accompagner, il faut les former. Voilà. Et donc, il peut y avoir des gens qui peuvent être contre ça, qui peuvent refuser le changement. Et donc, c'est de la formation, c'est de l'accompagnement en fait, au changement. C'est intéressant ce que tu dis. Et je pense que, Samuel, toi aussi, ça va te parler parce que on dit que utiliser l'IA, utiliser la data, finalement, parce on parle quand même de ça, ça peut faire peur, notamment quand on parle de collaborateurs, quand on parle de personnes, quand on parle d'humains. Prenons un sujet que tu connais bien, le sujet RH. Utiliser la data dans un monde RH, on se dit, mais en fait, ça a l'air totalement antinomique. En quoi le fait de gagner du temps, d'utiliser la data, ça permet de gagner du temps. Et là, tu disais, genre passer du temps avec ses clients, passer du temps avec ses collaborateurs. Comment toi, tu le vois, parce que tu discutes avec beaucoup de RH finalement, cette arrivée de l'IA, comment ils le ressentent un petit peu et comment ils arrivent à s'en servir finalement. En fait, dans ta question, je pense que le mot important, c'est le temps. Et c'est le sujet par lequel on a démarré avant. Et c'est peut-être ce qui fait peur aussi. Ce qui fait que 63% des gens refusent de se former à l'IA, c'est peut-être parce qu'en fait, ils se disent j'ai peur de l'IA. Mais quoi qu'il en soit, si je fais des gains de productivité et qu'on me dit juste c'est pour que tu produises plus, tu faisais 100 trucs, maintenant on veut que tu en fasses 1000, j'ai pas d'intérêt en fait à faire des gains de productivité. Et je rajoute un petit chiffre qui va être paradoxal, c'est que pour 55% d'entre eux, ils l'utilisent en cachette. Donc Ouais. tu vois. Pour d'autres sujets peut-être pas forcément des trucs productifs. Mais en tout cas, ils le disent pas. Et je pense que ça vient du fait qu'il n'y a pas eu de conversations qui ont eu lieu sur comment est-ce qu'on va faire pour allouer ces gains de productivité. Vous avez peut-être vu passer il y a 2 ans cet article, ça démarre surtout sur Reddit, d'un data scientist qui bosse dans une boîte juridique qui explique qu'il a réussi à automatiser son job et qu'en 10 minutes, il fait sa to-do de la journée. Personne ne s'en rend compte, ni ses collègues, ni son manager. Il continue à être payé pour ça et à avoir des promotions chaque année. Il progresse. Et en fait, il s'est posé la question de est-ce que je le dis ou est-ce que je le dis pas. Il a choisi de ne pas le dire et de prendre ce temps-là pour monter des petits projets perso, pour faire du sport, pour s'occuper de ses enfants.
Comment est-ce qu'on fait pour que dans une entreprise ça n'arrive pas? Comment est-ce qu'on fait pour que dès qu'il y a une personne qui trouve des gains de productivité, elle le fasse remonter, elle le partage à ses collègues et qu'on progresse collectivement, plutôt juste de se poser la question qu'est-ce que je peux en faire moi individuellement? Je pense que les gens feront remonter les gains de productivité qu'ils vont pouvoir trouver dans leur job si et seulement si, ils sont impliqués dans la prise de décision de la façon dont ils sont alloués. Et la façon dont on peut allouer les gains de productivité, elle est très simple, il y en a 3. Soit on choisit de produire plus, on se dit je faisais 100 trucs, j'en fais 1000, c'est la croissance, c'est ce qui fait que Keynes s'est planté il y a 100 ans en disant qu'on allait bosser que 15 heures par semaine aujourd'hui, c'est pas le cas, on produit plus. Soit on décide de réduire le temps de travail. Peut-être qu'on bosse plus 35 heures, on bosse 32 heures, c'est la semaine de 4 jours, c'est d'autres façons d'organisation, c'est peut-être une option, c'est à mon avis pas celle sur laquelle on va aller le plus. Soit on choisit de produire mieux, plus de temps pour faire mieux ce que tu faisais, plus de temps pour faire d'autres choses. Tu parlais de RH typiquement, le RH qui passe moins de temps à écrire des offres d'emploi, il peut passer plus de temps sur le processus d'onboarding, réfléchir un petit peu à concrètement qu'est-ce qui est important, la stratégie de diversité et inclusion, des trucs qu'on fait mais sur lesquels on passe pas suffisamment de temps en fait. Comment est-ce qu'on fait pour créer une vraie expérience, le rôle humain en fait du RH et qu'on oublie parce qu'il est sous l'eau, parce qu'il court après un truc et il subit la pression opérationnelle qu'il y a. Donc en fait, si on se pose la question de comment est-ce qu'on veut allouer ces gains de productivité et qu'on implique tout le monde dans la prise de décision, je pense qu'il y aura une meilleure adhésion à partir de là, et surtout en fait on va pouvoir progresser et se dire peut-être qu'il y a une petite partie des gains de productivité qu'on va allouer à la croissance parce que c'est le cours naturel des choses, et une autre partie en fait on va juste choisir de produire mieux et peut-être pourquoi pas baisser aussi un peu le temps de travail. Il y a plusieurs études qui expliquent que grosso modo on gagnerait entre 15 et 30% de productivité avec l'IA. Alors ça dépend des sources, etc. Et surtout on ne sait pas trop ce que ça veut dire productivité, parce que tu l'as dit, la productivité c'est pour faire des choses, mais si on doit faire plus, comment on fait? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons de calculer l'impact de l'IA? Je sais que Stéphanie, l'exemple des exosquelettes, c'est pas une question de productivité en fait. Alors en fait, c'est difficile de calculer la productivité puisque l'exosquelette, en tout cas celui avec lequel nous on a travaillé, permet d'accomplir une tâche, mais l'employé ne fait pas la même tâche tout au long de la journée. Donc il y a des gains de temps, mais sur des tâches qui sont finalement assez rapides. Par contre, ce dont on s'est rendu compte, c'est que normalement, ça permet de faire diminuer de 20% le nombre de jours de congé maladie. Donc ça, c'est un certain impact, que ce soit pour l'entreprise, mais aussi une forme d'impact sociétal. Et ça permettait aussi de faire baisser de 20% le taux de douleur qui va être lié en fait à des douleurs lombaires pour des gens qui ont des charges très lourdes à porter, ce qui à terme est aussi finalement un impact sur le monde de la santé. Donc on peut s'imaginer avoir finalement l'impact de qu'est-ce que ça va changer pour moi comme individu et quels vont être les effets ricochets dans le reste de la société, même si finalement, peut-être que cet outil d'IA, je vais l'avoir utilisé 20 minutes dans la journée. Peut-être que j'aurais gagné 3 minutes. Mais peut-être que ce n'est pas juste à ça qu'il va falloir s'arrêter. En tout cas, nous, c'est un peu l'idée qu'on essaye d'avoir, qui va être de se dire comment est-ce que je peux compter des coûts et des bénéfices liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle qui ne vont pas juste s'arrêter à ma productivité en termes de temps passé à accomplir une tâche. Il y a aussi la question, on a parlé de compétences, de s'augmenter. Toi, tu parlais de métiers augmentés. Donc là, on progresse. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, avec ce mot anglais très barbare, de deskilling, c'est-à-dire de perdre des compétences, d'oublier de faire des trucs je ne sais pas si c'est grave, hein, mais est-ce qu'il y a ce risque-là? Je ne sais pas, Lucas, ce que tu en penses? Moi, j'ai un avis assez tranché sur la question. Je ne sais pas si vous avez vu, dans Photoshop, maintenant, il y a un outil qui s'appelle Firefly, où vous pouvez sélectionner une zone, vous pouvez mettre un petit texte et ça vous produit ce que vous avez écrit. C'est assez incroyable quand même. Photoshop, il faut genre bac plus 8 pour pouvoir le maîtriser. Il faut vraiment beaucoup d'années. Il y a des menus énormes, on ne trouve jamais ce qu'on veut chercher dedans. Et maintenant, il suffit juste de taper ce qu'on veut et ça s'affiche. Pour moi, effectivement, ça a rendu Photoshop beaucoup plus accessible, donc beaucoup moins technique. Donc on a besoin de beaucoup moins de hard skills pour maîtriser Photoshop. Et ça permet à des gens qui sont créatifs du coup de pouvoir exprimer leur créativité sans avoir besoin de maîtriser ces hard skills. Et donc pour moi, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Ça va libérer la créativité. Ça va permettre à beaucoup de gens qui ne pouvaient pas s'exprimer au travers de Photoshop de pouvoir le faire. Et donc ça va booster grandement, selon moi, la créativité artistique, la créativité... là, on parle d'image sur Photoshop. Là où avant, il fallait maîtriser cet outil qui était super dur à utiliser. Et ça, c'est vrai pour l'image, ça serait vrai pour le son, pour la vidéo, pour beaucoup d'activités artistiques. À mon avis, les technologies qui simplifient la partie technique permettent de gagner en contrepartie en créativité. Bruno, toi, sur l'emploi, j'imagine que les compétences, c'est quand même ce qui compte le plus. Donc, comment toi, tu vois cette potentielle perte de certaines compétences? Alors, si tu me permets, je vais faire un truc qui n'est pas prévu au programme. Tu me fais confiance?
Absolument. Ok, ça va durer 2 minutes, vous me faites confiance. On verra. Je vais appeler sur scène Caroline de Nomade et Pierre-Yves de Jopass. Venez me voir. Ah, bah, Je vais donner un truc concret aux gens qui sont ici. Bah, je sais pas où sont Ça, ces gens. c'est 2 startups. Tu vois, je les ai Allez, vus là, go. c'est pour ça que j'ai pensé à eux. Ils savent pas. Ils savent pas, c'est improvisé, c'est pas grave. On va savoir. Tiens, Mais mon je veux, micro. voilà, Bonjour. je veux juste te faire une petite intro. En gros, l'explication, c'est nous, nous, on croit à 2 choses. On croit chez Actual à 2 choses. Le premier, c'est que chacun a droit au travail et que l'accès à l'emploi est utile pour chaque individu et que quand tu as un job et que tu es bien dans ta basket, que tu la suis, ça va bien. Deuxièmement, on pense que l'éducation et la compétence est un levier d'employabilité, est une arme pour chaque individu. Donc quand on a été voir ces 2 startups qui utilisent de l'IA, ils vont vous expliquer pourquoi. Lui, il m'a dit, Pierre-Yves, là, il m'a dit, des millions de Français font toujours la même tâche pour chercher un job. Ils cherchent un job. Donc, par exemple, je vais chercher un job chez toi, puis chez toi, puis chez toi, puis chez toi, puis chez toi, et donc je vais devoir diffuser mon CV partout. Lui, il m'a dit, avec l'IA, le gars, il va appuyer sur un bouton, ça va multidiffuser le CV partout, il va piloter son job. Elle m'a dit, les gens qui méritent l'éducation, l'égalité des chances, tu sais, cher au président de la République, ben, l'éducation, elle doit s'adapter à tout un chacun. Moi, je suis autodidacte, par exemple. Je suis un poisson rouge. Je n'ai pas eu le parcours de tout le monde. Si j'avais eu ce que Caroline propose, c'est-à-dire du machine learning qui s'adapte à moi, j'aurais mieux révisé. Je vous ai fait le pitch intro, vous avez 1 minute chacun, pas plus. Ouais. Bon, bah, je commence du coup. Enchanté, Pierre-Yves. Effectivement, on a monté Jopass, du coup, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. En fait, l'idée, elle est simple, c'est qu'il y a beaucoup de formulaires de candidature qui sont sur les sites d'emploi qui sont hyper différents. Et donc, on permet, en fait, avec un seul compte, aux candidats de multidiffuser toutes ces informations de candidature du coup, à toutes les entreprises qui sont partenaires. Et dans le même sens, du coup, le candidat va pouvoir monitorer, piloter, gérer, centraliser toute sa recherche d'emploi au même endroit. Et avec ça, en fait, on s'est dit, effectivement, il y a plein de tâches qui peuvent être du coup automatisées avec l'IA, notamment, par exemple, le truc tout bête de relancer un recruteur, remercier après un entretien, générer une lettre de motivation, par exemple, qui va être bien adaptée par rapport à son profil, par rapport au recruteur. Et ça, en fait, il y a plein de personnes, plein de candidats à l'emploi qui ne sont pas en mesure de le faire parce qu'ils n'ont pas les codes, parce qu'ils n'ont pas forcément les bons réflexes, on ne leur a pas appris. Et donc du coup, avec Jopass, on leur permet de le faire bien pour faire bonne impression aux recruteurs et vraiment être jugé sur le fond et pas sur la forme. Et donc du coup, les candidats nous disent de plus en plus merci, on est content pour ça. Et voilà, je ne sais pas si j'ai fait un peu plus d'1 minute, mais merci Bruno. Merci Bruno, on s'en souviendra. Bonjour Caroline, donc je suis fondatrice de Nomade Éducation. Nomade Éducation, c'est une idée toute simple. Vous avez vu que tous nos jeunes ont un portable dans leurs mains, un smartphone, et ça qu'ils soient dans les quartiers chics ou dans les zones prioritaires d'éducation. Donc on a, au travers d'une entreprise à mission, créé une application qui couvre tous les programmes gratuitement à la révision, de tout le primaire, de tout le collège avec nos chers CAP aussi, de tout lycée avec les bacs pro, les bacs généraux, les bacs technologiques, les licences, les BTS, les prépas. Une fois qu'on a dit ça, il y a un sujet dont on est tous conscients aussi, en dehors du fait que tous les jeunes aient un smartphone, c'est que les classes sont surchargées aujourd'hui. Et que malgré la volonté des professeurs, quand on a 33 élèves en face de soi, c'est impossible de faire de l'apprentissage différencié. Donc ce qu'on a fait chez Nomade, c'est que quand les jeunes révisent, on évalue leur niveau. S'ils sont en 3e, ils n'ont pas forcément un niveau de 3e, en mathématiques, en physique, en français. Et par l'IA et le machine learning, on va leur proposer un contenu de révision qui va s'adapter à leur niveau. C'est très important parce que ça redonne le plaisir d'apprendre, ça évite de se décourager, ça donne confiance en soi. Aujourd'hui, il y a 1 million de jeunes qui nous utilisent en France et 1 million de jeunes qui nous utilisent en Afrique francophone. Voilà notre idée. Vous savez que les cours de soutien en France, c'est 2 milliards. 1 million d'enfants y ont accès le soir à la maison et plein d'enfants ne peuvent pas y avoir accès. Donc la chance, l'école ne joue plus son rôle et l'IA permet aujourd'hui de permettre à chaque élève d'avoir une solution de soutien scolaire qui s'adapte à son niveau et aussi à sa typologie d'études, qui soit en bac pro cuisine ou qui prépare maths sup ou l'ENA. Voilà. Merci, en tout cas merci. Désolé, mais c'était au moins 2 sujets d'IA concrets, tangibles et ça fait un peu de pub aux startups, c'est bien. Merci, exact. T'as raison, tu vois, c'était pas prévu, mais on s'adapte. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent pitcher leur boîte? On a encore un peu de temps si vous voulez, vous nous dites, vous réfléchissez. Du coup, je ne sais plus ce qu'on disait, mais on parlait de l'impact concret de l'IA. Si,
Stéphanie, un sujet dont on voulait absolument parler aussi, parce qu'on a dit, oui, l'IA, c'est cool, machin, bref, super. L'éthique, la législation, la loi, est-ce qu'on a le droit de tout faire? Est-ce qu'on peut tout faire? Tu parlais de Photoshop, donc il y avait beaucoup de questions qui sont posées. Est-ce que je peux utiliser toutes les images? Il y a un énorme sujet là-dessus quand même. Tout à l'heure, tu posais la question vis-à-vis des étudiants. Qu'est-ce que ça change, les compétences, tout ça. J'ai un peu esquivé parce qu'en fait, je pars du principe que... Je suis revenu, hein, t'as vu? Ouais, j'ai vu. Non, mais parce qu'en fait, non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'intelligence artificielle, c'est aussi travailler avec les données. Donc pour nous, apprendre à nos étudiants à travailler avec les données, finalement, c'est pas quelque chose de si révolutionnaire que ça. Leur apprendre, par contre, à juger de manière critique l'intelligence artificielle, finalement, c'est quoi le résultat de l'intelligence artificielle? Dans quel cas tu peux l'utiliser? Dans quel cas tu peux pas? Ça, par contre, ça demande en fait d'avoir d'autres conversations, peut-être que celles qu'on avait avec eux jusqu'à maintenant. Et donc récemment, moi j'ai un cours d'éthique, digitalisation, etc. Donc forcément, accès à l'intelligence artificielle. Et quand j'ai demandé aux étudiants, c'était quoi pour eux le sujet le plus important, ils m'ont dit, c'est la propriété intellectuelle et c'est la sécurité de l'information. Sincèrement, je ne m'attendais pas à ce qu'on parle de propriété intellectuelle. Ce n'est pas un sujet qu'on développe plus que ça voilà, dans nos conversations avec eux. Mais leur idée, c'était de se dire, ils se sont rendus compte, notamment par le fait qu'il y ait comment on appelle ça, le procès du New York Times vis-à-vis voilà, de l'utilisation des textes. Mais les étudiants se sont dit, mais finalement, tous les trucs que j'ai donnés dans tous les réseaux, etc., ça peut être réutilisé par des gens qui vont se faire de l'argent. Si jamais je mets des informations de mon entreprise, peut-être qu'elles vont être divulguées ailleurs. Et ça, je trouve que c'est une prise de conscience, si tu veux, qui est importante. Et c'est un vrai sujet sur lequel il n'y a pas nécessairement, à ma connaissance, plus de régulation qu'autre chose. Donc on nous parle de confiance en l'IA, ça c'est un grand truc pour l'Union européenne. Non mais tu vois, même toi, ça te fait sourire. Donc déjà, moi, j'aimerais bien qu'on différencie parce qu'il y a des IA et je pense que la confiance, elle ne joue pas de la même manière. Mais après, tu as, je pense, un premier sujet pour les boîtes, ça va être ça, la confidentialité, la propriété intellectuelle. Je pense que si on arrivait déjà à se trouver un accord là-dessus, ce serait pas mal. J'aime beaucoup la notion de confiance, mais en général, la confiance, elle est liée à un contrat. C'est important quand même. Et un contrat, c'est quand même des choses régulées. Enfin, tu vois, tu nous parlais qu'on n'était pas tout à fait d'accord sur la... On n'avait pas déjà de définition de l'IA. Donc j'imagine à quel point c'est important. Toi, Samuel, dans ton documentaire, tu as rencontré plein de gens différents. Tu as été voir des universitaires, des grandes universités. Tu as été aussi voir des grandes boîtes de la tech. Comment ils gèrent, je crois que c'est IBM de mémoire, comment ils gèrent ce côté un peu éthique, législation, pour pas avoir l'écueil de Skynet, Terminator, ils vont nous passer dessus. Parce que c'est un vrai chiffre, hein, ça aussi, ça m'a fait un peu rire. C'était 35% des Français pensent que l'intelligence artificielle dominera un jour l'humanité. Ah, on verra. C'est 1 sur 3, donc cherchez pas. Hein, si c'est pas votre voisin, c'est l'autre. Hein. Ou alors c'est vous. Les boîtes qu'on a été voir, effectivement, c'est HP, c'est IBM, c'est Google. Donc c'est des boîtes américaines. C'est les boîtes dont on utilise les IA. Le ChatGPT, en fait, nos données, elles partent là-bas. Et tu disais, il y a plusieurs IA. C'est très juste, en fait. Il y aura les IA. Il y a déjà aujourd'hui, mais un jour, on aura peut-être un champion européen, un Lef Alpha qui va prendre on verra. Mais on va avoir les IA américaines, les IA européennes et les IA chinoises, qui sont pas du tout les mêmes, en fait. Dans la façon dont elles fonctionnent, dans les usages éthiques. Et nous, aux US, ce qu'ils ont tous dit, c'est qu'il y a une urgence à mettre la donnée dans les mains de tout le monde, à faire des hackathons de 2-3 jours dans les boîtes, et c'est ce qu'ils ont fait chez IBM. On te donne accès à toutes les IA, à toi de trouver les use cases, sans grande considération éthique en fait, sans grande considération de quels sont les garde-fous. Nous, on est beaucoup plus lent, on est hyper réticents à faire ça, on va plus par tâtonnement, on trouve des use cases, après on l'explique, on met des garde-fous, donc on est beaucoup plus lent sur l'adoption. Par contre, on est beaucoup bien meilleur sur les usages éthiques qu'il va y avoir. Il y a l'AI Act qui va arriver d'ici 1 an et demi, 2 ans à peu près, on verra ce que ça donne. Donc il y a cette question-là, mais donc je pense que les enjeux éthiques étaient un peu balayés. Ils étaient conscients, mais en tout cas, ils sont pas encore intégrés vraiment au niveau du produit. Après, il y a la règle et il y a le bon sens dans la vie. C'est-à-dire que c'est pas parce que les lois sont pas encore à jour et on n'a pas les bonnes pratiques qui sont vraiment légiférées qu'on peut pas déjà donner des règles d'un point de vue individuel et d'un point de vue entreprise. Et ça, je crois que c'est un vrai enjeu. C'est un terme que j'aime bien, qui est adopter un usage réflexif de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire se poser la question, quand est-ce que j'ai envie d'utiliser ou pas. Alors, pour des enjeux de sécurité, évidemment, je vais pas copier-coller données sensibles dans le ChatGPT. Par contre, pour un truc un peu con, je peux le faire parce qu'il n'y a pas de risque. Ça, évidemment. Usage réflexif aussi pour des enjeux écologiques. Parce qu'en fait, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de générer des IA, des textes, de les faire traduire dans 35 langues pour inonder les trucs?
trucs. Quand on me présente des use case marketing parfois, je me dis mais ça n'a aucun sens. C'est nul en fait. Je n'en veux pas de ce monde-là. Je gagne pas du temps, c'est pourri. Et puis usage réflexif aussi dans la notion de compétence dont tu parlais tout à l'heure. Le de-skilling, c'est vraiment ça, la perte de compétences. C'est-à-dire, il y a des moments en fait. La différence entre un humain et une machine, c'est que la machine, elle valorise uniquement le résultat final. Et nous, on valorise le résultat final, mais on valorise aussi de temps en temps le processus. Le processus parce qu'on se sent utile, parce qu'on noue un lien humain en faisant quelque chose, parce qu'on apprend quelque chose. Et donc l'offre d'emploi. Dans 95% des cas, l'offre d'emploi, c'est chiant à rédiger. Quand tu es RH, tu l'as fait depuis 15 ans, c'est bon, tu sais faire, tu en as fait des centaines, ça te saoule. Quand tu démarres, t'es RH depuis 1 an, rédiger une offre d'emploi, en fait, c'est ultra formateur. Parce que tu vas voir comment tu mets en avant ta boîte, quels sont les arguments marketing que tu pousses, comment tu proposes une carrière et un poste et tu te projettes dans le poste aussi. Tu vas aussi pouvoir te dire comment tu t'adresses à un candidat, comment tu cibles un candidat plutôt qu'un autre. Et ça, c'est hyper formateur pour quelqu'un qui démarre, même si c'est hyper rébarbatif et relou pour quelqu'un qui le fait depuis des années. Et donc, ce qui va être essentiel, c'est de se dire, dans tel cas de figure, je valorise uniquement le résultat final, et si l'IA fonctionne bien, bah fine, utilisons-la. Ou alors je valorise aussi le processus. Et le graphiste qui est hyper content d'utiliser Firefly, et c'est trop bien, c'est génial. Moi je suis nul en graphisme, mais j'utilise Firefly et je trouve ça génial. Mais le graphiste, peut-être qu'à des moments, il va se dire, bah, en fait ce design, j'ai envie de le faire moi, en fait, j'ai envie de le découper moi-même, je vais aller bosser un peu plus derrière, je vais partir de Firefly et puis je vais rebosser après le Firefly. C'est pas le déléguer complètement. Donc se poser la question toujours de est-ce que je valorise résultat final ou processus. Vas-y Stéphanie. Mais tu vois, moi je trouve que ça revient à la question de l'épanouissement de l'être humain. Et cette question d'épanouissement de l'être humain, elle peut parfois être un petit peu en contradiction avec la notion de productivité qu'on a évoquée tout à l'heure. Donc sur toutes les histoires des IA génératives qui permettent de générer des chatbots, il y a eu une étude du MIT qui montre que c'est beaucoup plus utile pour les employés qui sont en début de carrière, peu expérimentés ou qui ont, on va dire, un niveau de diplomation moindre. Sauf que dans le même temps, tu vois, dans ton exemple, directement, tu te dis, bah, en fait, si je viens de commencer, il faut que j'apprenne à faire le truc moi-même avant de pouvoir le confier à la machine. Et ça, je trouve que c'est une vraie question. Est-ce que moi, je veux le faire moi-même pour apprendre et puis pour être éventuellement plus performant après? Ou est-ce que finalement, je cède à l'injonction de la productivité et j'utilise l'IA directement, donc j'aurais pas appris à faire, mais c'est sûr que c'est ce moment-là où finalement l'IA va être la plus utile si c'est une mesure de gain de productivité. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, je pense qu'il faut se poser la question, encore une fois, de moi, comme être humain, c'est quoi mon objectif? C'est pas de devenir robotisé, tu vois, quand tu me dis 35% des gens disent finalement on va tous être robotisés, je peux comprendre qu'il puisse y avoir une peur comme ça. Dominer, c'est le terme. Dominer, manipuler, tu peux le mettre un peu comme tu veux. Donc on a une réflexion en fait commune, sociétale, civile en fait à avoir ensemble et à se dire dans quel moment et dans quel but et elle est où la limite? Parce que la limite généralement tu la vois pas directement. C'est comme quand tu parles d'intelligence augmentée, d'humain augmenté. Au départ, l'humain augmenté, c'est je vais l'aider à se sentir mieux. Hein, c'est comme nous avec nos exosquelettes. Mais finalement, la limite, tu la mets où? Puisque si tu as plus mal au dos quand tu es en train de lever 20 kilos, vas-y, commence à lever 40 kilos. Je t'ai mis un truc sur le dos. Non, mais voilà. Donc, je pense qu'il faut se poser un petit peu cette question-là. Et je pense qu'elle rentre vraiment l'épanouissement humain et la productivité sous nos exemples et les quelques données qu'on a. Ça va pas toujours de pair. Et je réitère mon appel à penser productivité de manière plus large pour éviter cet écueil. Et on peut aussi avoir un dernier exemple autour de la productivité, de la créativité. Tu parlais de Photoshop et que tu as un niveau de Photoshop limité, comme moi. Samuel a monté une expo photo sur les métiers essentiels, donc avec un photographe. Il y a 35 photos, enfin 34 photos, parce qu'il y en a une qui est faite par l'IA. Est-ce que tu peux nous raconter en fait comment l'expertise du photographe et l'intelligence artificielle a dû travailler? Parce qu'en fait, on se dit que, en vrai, est-ce qu'il a été si productif que ça, Guillaume, quand il a dû faire cette photo? Quand on sait tout ce qui se cache derrière. Pour vous donner un exemple très concret de l'utilisation de l'IA par un expert, par quelqu'un qui sait très bien faire son métier, finalement. Ouais, c'est un photographe, ça fait 20 ans qu'il fait des photos, elles sont géniales, l'expo, c'est pas que des photos, c'est des photos qui sont dans le même style, c'est vraiment une expo qui a été pensée dans son entièreté. Et donc il y avait un vrai enjeu, et on voulait avoir ce petit jeu de se dire, on va troller notre propre expo photo, et c'est le photographe lui-même qui va utiliser des IA pour essayer de créer une photo qui va bien se mélanger, et à ce jour, on a mis un petit jeu concours, il y a 20% des gens qui ont voté, qui ont trouvé la vraie photo, 80% qui se sont plantés. On a fait des tests ensemble, on a passé 3 heures dessus pour faire une 50aine de prompts. C'était horrible, ça se voyait immédiatement
immédiatement que c'était celle-ci. Le résultat final, je vous le dévoile pas parce que l'expo elle va se balader encore pendant un petit moment, le jeu concours est encore en route, mais la photo finale, on en est à plus de 3000 prompts pour arriver à la photo finale. Donc quand on réfléchit entre le temps qu'il a mis Guillaume pour arriver à ce prompt-là définitif, qui fait que la photo elle se mêle dans le paysage, on la détecte pas de façon immédiate, en fait ça aurait été plus rapide d'aller sur place, d'aller prendre la photo et la retoucher. Là où c'est hyper intéressant, c'est que moi j'aurais pas pu faire cette photo-là que lui a réussi à faire. Parce que j'ai pas simplement dit je veux telle personne dans tel contexte, dans tel lieu. Lui, ce qu'il a rajouté, c'est une photo qui a été prise avec tel appareil, en utilisant telle optique, avec telle profondeur de champ, telle lumière, à tel moment de la journée, et qui a ajusté des micro-paramètres que lui seul connaît en tant que photographe. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que lui, il maîtrise cette technologie désormais. Après 3000 prompts, il a fait un peu le tour. Mais en même temps, il se rend compte aussi des limites de la technologie. C'est en fait, c'est quand même beaucoup plus efficace et beaucoup plus kiffant d'aller sortir dans la rue avec l'appareil et de faire des choses. Et c'est intéressant d'avoir les deux, en fait, de se dire, dans un contexte, je vais pouvoir utiliser l'un ou l'autre, et en fait de pas se dire, non mais j'ai peur, j'utilise pas. Non, je teste, je vois les limites. Et ça, c'est le rôle de l'éducation aussi, c'est de dire, plutôt d'interdire un chat GPT à l'école, non, interdisons pas, montrons les limites. Disons, voilà, la même machine, elle est vraiment nulle pour ça. Ça, c'est vraiment du bullshit, ça marche pas. En revanche, sur tel sujet, vous y connaissez pas grand chose, vous pouvez apprendre un truc, ouais, c'est pas trop mal. Et de dire, voilà, quelles sont les limites, comment est-ce qu'on peut s'en servir. Et ça, c'est le vrai rôle, à mon avis, de l'éducation, mais pas que, en fait, qu'on doit avoir en tant que parent aussi, qu'on doit avoir pour soi-même, s'appliquer aussi, de dire, allez creuser le sujet. On arrive à la fin. Si certaines personnes ont envie de poser des questions, vous pouvez y réfléchir pendant 1 minute pendant que je pose une dernière question ici. Si l'année prochaine, je vous invite de nouveau ici, qu'est-ce qu'on pourra dire sur l'IA? Qu'est-ce qui aura changé? C'est que tu me parlais de boule de cristal. À votre avis, là j'aime bien, on va faire de la prédiction, même si c'est très complexe, parce que je pense que si on s'était dit ça il y a 1 an, on n'aurait pas toutes ces conversations. En 10 secondes, pour vous, quel va être le petit point là qu'il faut surveiller cette année pour qu'on puisse faire un joli post LinkedIn en disant je vous l'avais dit il y a 1 an. Ouais, je pense à vos communautés. Hein. Qui a envie de se lancer dans cette boîte de... Oui. Vas-y, Bruno. Ouais, alors moi, je vais Tu veux faire appeler je vais être très personnes court. Non, surtout pas. non, mais on va pas le faire à chaque fois. Non, je vais être très court. Moi, parce que tu nous avais parlé de cette question-là, mais j'ai réfléchi et en fait, j'ai un espoir, on va dire, une envie, une croyance. L'espoir que j'ai, c'est qu'on augmente la maturité, en France déjà, on va dire, mais des gens sur ces enjeux numériques. Et tu l'as un peu rappelé tout à l'heure. Moi, j'ai lu un bouquin, j'invite aux gens ici à le lire s'ils ne l'ont pas lu, ça s'appelait La civilisation du poisson rouge, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a été écrit par monsieur Bruno Patino, qui est le patron d'Arte. Et qui, si je fais court, en gros, c'est un sujet sur l'économie du temps et de l'attention, et à quel point cet objet ici est important dans nos vies. Et quand on a 99% de la population qui utilise, mais ne maîtrise pas, contre 1% d'entre elles qui la maîtrisent, on a juste envie de rétablir l'équilibre. Donc pour moi, le savoir est un pouvoir. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on sait, et tu vois, l'exemple que tu as pris sur la machine est bon, donc moi j'ai l'espoir d'augmenter la maturité numérique. Il faut le faire dans nos boîtes, il faut le faire à des petites conférences comme ça, mais il faut le faire que chacun le fasse pour dire, ok, je ne vais pas juste être un poisson rouge, je vais comprendre ce qui se passe là-dedans. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a un sujet où j'espère aussi que le niveau de maturité va évoluer et qu'on sera moins dans le buzz sur l'IA. Parce qu'aujourd'hui, pour être transparent, à partir du moment où tu mets AI ou IA, c'est le miel et les abeilles. Donc forcément, voilà, et qu'on soit moins dans le buzz et qu'on soit plus dans finalement un peu de recul et un peu de sujet. Et puis le dernier point, c'est le business pour moi. Moi, je crois, le business, et pas que le business, le solving problem. Moi, j'ai l'espoir, je sais qu'il y a déjà des business aujourd'hui, on en est la preuve, qui commencent à être augmentés grâce à l'IA. Et puis ensuite, de résoudre des problèmes. Je crois aujourd'hui qu'on a encore plein de problèmes à résoudre dans le quotidien des gens et de l'humanité, où la machine peut nous aider. Après, il faut fixer des règles. Je rajouterai un dernier point, c'est le côté législatif, mais qui n'est pas uniquement sur l'IA, qui est plus globalement sur le numérique. La 4e révolution industrielle de l'humanité, c'est la révolution numérique. Il faut juste l'encadrer comme le monde réel dans lequel nous sommes aujourd'hui. Voilà, donc c'est mon espoir pour l'avenir. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, messieurs, dames? Ou est-ce qu'on rend la liberté à tous ces gens qui sont venus nous voir aujourd'hui? C'est bon? On a le temps, on peut faire ce qu'on veut, on a le temps. On a le temps. On est la dernière conférence, on a le temps, sauf si vous avez des trains, des enfants à aller chercher à l'école. Alors je vous garde encore 2 minutes.
Non, mais moi, je vois deux sujets sur lesquels on pourrait avoir avancé. Première chose, c'est que déjà maintenant, moi, j'en ai marre de lire des articles sur l'IA dans la hype. Donc, je pense que dans un an, on sera encore plus fatigué. Et quand on a fait ce documentaire, ça fait un an qu'on le bosse, on s'est dit, qu'est-ce qui fait qu'on aura envie de le voir dans un an et qu'on va pas encore être sur ah non, encore un truc sur l'IA. Donc, je pense que l'IA fatigue va augmenter encore. Et en fait, c'est pas mal. Ça va faire dégager un peu tous les gens qui sont juste là pour la hype, un peu comme ça s'est passé avec les cryptos. Et en fait, ils passeront à un autre sujet. Et on pourra vraiment se poser la question de qu'est-ce qu'il en reste en fait là-dessus. Et je pense que plus que jamais, on va garder cet état d'esprit d'artisan, de valoriser ce qui va être fait par l'humain. Et de se dire, on va encore plus valoriser un texte, une image créée par un humain parce qu'on va être fatigué d'être harcelé de trucs générés par des IA non-stop. Et puis, le deuxième sujet, c'est aussi de se dire que d'un point de vue business, peut-être qu'on va passer à des use cases qui sont vraiment sur des usages clés. Là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est sur des sujets beaucoup plus secondaires, que la plupart des boîtes s'y mettent parce qu'elles ont compris que c'était hyper intéressant de s'y mettre maintenant pour que tout le monde le maîtrise le jour où on passe à des usages qui vont être vraiment clés et qui vont être au cœur de la valeur ajoutée de l'entreprise. Et pour l'instant, on est sur des usages secondaires. Peut-être que dans un an, on aura déjà vu vraiment des cas d'usage sur des sujets très clés et qui vont vraiment libérer du temps et faire gagner en productivité de façon massive, vraiment des gains substantiels de productivité. C'est marrant, j'en parlais sur un podcast et on me disait, et je parlais avec Laetitia Vito de ça, des gains de productivité de l'IA. Et puis elle me dit, tu parles de l'IA comme étant le futur. Mais en fait, c'est déjà maintenant. Est-ce que là, maintenant, tu as fait des gains de productivité substantiels? Non, pas du tout. Je fais les choses différemment. Je fais de nouveaux trucs en plus, mais j'ai pas fait des gains de productivité en réalité. Dans un an, est-ce qu'on en sera là? Je sais pas. Moi, j'attends pas tant la régulation par le cadre législatif, mais plutôt la réflexivité, ce que tu dis, et finalement, dans quel cas on va l'utiliser ou pas. Et je pense que dans un an, on aura peut-être une autre discussion sur l'accessibilité et comment est-ce que ça peut changer aussi nos structures de pouvoir, que ce soit dans les organisations business ou pas. Toi, typiquement, si aujourd'hui tout le monde peut créer un deepfake, tout le monde peut créer une nouvelle personne, tout le monde peut aller essayer de te voler tes données parce qu'on va pouvoir prendre ta place, etc. Donc il y a la question d'accessibilité qui aujourd'hui c'est quand même une valeur importante. Moi je pars du principe qu'il faudrait que les technos elles soient accessibles au plus grand nombre pour augmenter les compétences, pour permettre l'épanouissement, etc. Mais d'un autre côté, je pense qu'avec l'IA, on peut aussi avoir un petit revers de bâton sur finalement comment est-ce que ça vient bousculer la manière dont jusqu'à maintenant on a pu concevoir aussi le développement numérique ou de la technologie en général. Quand tu crées un avion, il te fallait beaucoup d'argent pour créer un avion. Tout le monde ne pouvait pas aller créer un avion. Aujourd'hui, avec l'IA, beaucoup de monde vont pouvoir faire beaucoup de choses similaires. Donc ça, c'est ma vraie question de qu'est-ce que ça va changer. Et peut-être que dans un an, déjà, on verra des petits mouvements. Je ne sais pas. Lucas, je te laisse le mot de la fin. C'est trop dur comme question. J'arrive plus facilement à dire où est-ce qu'on sera dans 10 ans que dans un an. Mais ça me va. Hein. Ça dans évolue 10 ans, tellement, gagnons du temps, allons-y. Ça évolue tellement vite, l'intelligence artificielle. Nous, on regarde les papiers de recherche, comment ça évolue, et vraiment, on est sur une courbe très forte. Je disais déjà ça il y a 5 ans, et c'est encore pire maintenant. Je suis un peu triste de voir que les géants qui investissent énormément, comme OpenAI et Google, commencent à fermer leurs publications, à publier moins. On a vraiment la chance d'être dans un domaine qui est très ouvert, très open source, et qui partage beaucoup de choses, ce qui fait de la confiance, ce qui fait de la transparence, et ce qui fait aussi que la technologie est accessible. Et j'ai peur qu'on soit en train d'arriver dans une ère où les choses se referment un peu et que ça se concentre du coup sur seulement certains acteurs. Donc j'espère que dans un an, on aura continué la bataille de l'open source et qu'on aura rendu plus accessible et plus disponible ces technologies-là, que les gens seront plus matures et comprendront mieux les enjeux autour de l'intelligence artificielle et qu'on en aura moins peur, que les chiffres que tu as donnés tout à l'heure seront plus bas que maintenant, et c'est par de la culturation, par la curiosité aussi qu'on aura tous autour de ces technologies-là que ça permettra de s'améliorer. Et puis moi je suis assez optimiste comme personne, je vois vraiment dans les technologies une manière de faire le bien et d'améliorer les choses. Donc j'espère qu'on aura des belles applications qui verront le jour et que aujourd'hui ici à Grenoble on a plein de gens qui sont très motivés, très engagés autour de la tech, mais aussi les bons usages autour de la technologie. Donc j'espère voir des choses naître rapidement autour de l'intelligence artificielle dans ce sens-là. Voilà. Très bien, merci à tous, merci à vous d'avoir écouté nos experts, et puis à l'année prochaine du coup.